pensée qui estime que le mieux ou le meilleur se fait ailleurs et que en Afrique, il n'y a pas de perspective. Or, justement, il y a des perspectives. Et il nous faut des élites qui pensent que l'Afrique est capable de relever ses propres défis. Or, nous assistons à un phénomène étrange actuellement, à savoir que la plupart des jeunes Africains ne rêvent que d'Occident. Vous avez certainement entendu parler des drames, n'est-ce pas, qui se jouent dans les eaux de la Méditerranée, où des pirogues, n'est-ce pas, chavirent parce qu'il y a des jeunes qui veulent traverser la Méditerranée, parce que justement, ils vivent dans un rêve, dans l'illusion que leur futur, le futur du continent, c'est en Europe. Et donc, qu'est-ce qu'ils entreprennent comme démarche? Leur démarche consiste à s'insérer dans le vaste monde par le bas. Nous pensons qu'il faut s'insérer. Non, il ne faut pas s'insérer. Nous devons édifier un pôle de progrès, un pôle de développement en tant que bloc historique capable maintenant de dialoguer avec le reste du monde. Donc, le système de formation au niveau des écoles, au niveau des collèges, au niveau des universités doit viser cet objectif. Nous positionner au niveau des grands ensembles, au niveau des grands blocs historiques qui font l'histoire mondiale aujourd'hui. Parce que nous ne sommes pas simplement les sujets de l'histoire, nous sommes aussi les acteurs de l'histoire et les acteurs de notre histoire. Il fallait analyser trois grandes valeurs, le beau, le juste et le vrai. Bon, comme nous ne sommes pas à l'école, on ne peut pas étudier ça théoriquement, il fallait donc appliquer ça à la vie. Et il s'agit de trois valeurs qui se mêlent ensemble. Ce qui est beau est nécessairement juste et bon. Ce que les Grecs appelaient le kalos kagatos. Vous savez, par exemple, quand on fait un film, on ne peut pas donner un visage beau à Dracula. On ne peut pas non plus donner le visage de Dracula au héros bien-aimé et justicier. Donc le beau s'associe au bon et au juste. Maintenant, la plus grande des valeurs, c'est la vie. La vie est la plus grande des valeurs. C'est pour ça que le beau, le juste et le vrai doivent s'ordonner pour la production de la vie. Or, dans la mondialisation actuelle, il circule des idéologies et des doctrines qui font promotion des pratiques contre la vie. Voilà pourquoi il faut que dans la mondialisation, nos créations artistiques, les romans, les films, les peintures, etc., que tout cela magnifie la vie et que toutes ces valeurs s'ordonnent contre les autres valeurs véhiculées dans la mondialisation qui nous empêchent de continuer la vie. Donc, l'idéologie, l'option africaine, c'est de renforcer la vie et de ne pas arrêter l'élan vital. Parce que je me rappelle le regretté Père Van, il parlait souvent de la mythologie de Isis et d'Osiris. Isis avait rapiécé le corps de Chiqueté de son mari Osiris et a fait un enfant avec ce dernier après le rapiessage. Donc pour nous, c'est symbolique, c'est paradigmatique, la vie. Voilà pourquoi toutes nos œuvres d'art doivent chercher à promouvoir la vie et non la mort, contrairement aux idéologies véhiculées par la mondialisation actuelle qui nous apprend à arrêter l'élan vital. Support par excellence de toute culture, la langue, dont les jeux et les enjeux
était naturellement au cœur des préoccupations essentielles de l'atelier thématique qui traitait justement des langues africaines dans les enjeux du développement et de l'émergence des peuples. Donc si vous voulez être élu député ou maire, député de votre département ou maire de votre arrondissement, la meilleure façon d'atteindre les populations cibles, c'est d'exprimer en langue locale. À la suite de l'état des lieux au Cameroun, un cas d'école, véritable Afrique en miniature, les thèses des autres experts en la matière pouvaient alors s'imposer, voire s'opposer. En la vérité, il était question de voir si dans les documents institutionnels et politiques qui circulent aujourd'hui en Afrique et qui parlent de la renaissance-émergence, s'il y a une place pour la composante culturelle qui devrait être considérée comme un levier stratégique d'atteinte de l'émergence. Relativement au plan linguistique, on comprend que le rapport des langues dans le cadre du marché africain de la communication est très désarticulé et très inégal. Les langues européennes ont la force juridique avec elles et la faible dispersion sociologique. Donc elles ne sont pas majoritaires. Tandis que les langues africaines endogènes ont une faiblesse juridique, mais elles ont une grande dispersion sociologique, elles sont majoritaires. Il faut donc convenir par des politiques appropriées à mettre en place des convergences qui donnent des statuts véritables à ces langues endogènes. Sinon, l'atteinte de la renaissance-émergence ne sera pas possible avec ces langues africaines, avec la composante culturelle, d'autant que toute la documentation aujourd'hui en circulation est comme phagocytée par une dictature de l'économisme. Et la place même de l'homme n'est pas perçue d'une manière claire. Et la place même de sa culture, de ses traditions. Par rapport même à la Renaissance-émergence, il convient de voir parmi les autres trajectoires mondiales d'émergence, comment est-ce que l'Afrique, par quel débat philosophique l'Afrique peut arriver à faire sa synthèse entre le modèle dominant politique économique et les éléments dominants de sa tradition avant d'articuler un discours politique ou économique. Les réalités africaines, les réalités camerounaises ne sont pas toujours traduisibles dans les langues occidentales. Comment donc faire pour nous exporter à travers nos langues? En Afrique, au titre de la palabre, il y a toujours un mauvais mot. C'est-à-dire quelqu'un qui dégage. Je voudrais vous permettre, vous demander de me permettre de dégager. Au lieu de parler des langues africaines, je veux parler plutôt de la langue officielle que le français, la langue officielle que l'anglais. Notre thématique nous envoie à la tradition africaine. Je voudrais vous inviter à voir comment on peut retrouver cette tradition ainsi que ces langues africaines dans nos œuvres qui sont écrites en français et en anglais. C'est une préoccupation aussi. Qu'est-ce qui se passe? Nos œuvres sont tributaires de nos réalités autochtones. Alors la question se pose de savoir quels sont les outils que nous mettons en place pour que nous puissions retrouver nos traditions. Nous devons apprendre à établir le rapport entre nos œuvres et le contexte culturel qui les a inspirés. Lorsque nous établissons ce rapport contextuel, nous arrivons à découvrir la réalité culturelle qui enrobe, qui inspire l'œuvre africaine, l'œuvre camerounaise,
On a évoqué l'éducation, mais cette éducation ne peut pas se contenter d'être monolingue. Nous avons besoin non seulement d'entrer dans notre culture par notre langue, mais aussi de découvrir la langue des autres à travers une approche recommandée par l'UNESCO, l'approche multilingue. Vous savez que c'est un sujet d'actualité, dans la mesure où tous les pays africains s'évertuent vers un développement de peuple et surtout l'émergence de la nation dans le domaine économique. Donc c'est un sujet qui a sa valeur. Et je crois que le débat a été au point. Il y a eu un consensus que vraiment, si les pays africains aspirent à améliorer la condition de vie de leur peuple, si les pays africains aspirent vraiment à l'émergence économique, socio-économico-politique, une transformation de culture, et on ne peut pas le faire, n'est-ce pas, sans l'intégration des langues nationales comme facteur de développement. Nous pouvons tout d'abord nous baser sur nos propres valeurs culturelles, les améliorer lorsqu'il le faut, pour pouvoir donc bâtir une économie solide, fondée donc sur nos propres valeurs culturelles, nos principes locaux, et qui passent par les langues, bien sûr. Bon, il y a un lien très étroit entre la langue et la culture. Chaque langue est porteuse d'une culture bien particulière, au point où, lorsque je m'exprime dans une langue quelconque, c'est les valeurs culturelles de cette langue-là que je à travers mes paroles, au point que toutes les expressions, tous les proverbes que vous pouvez utiliser en Ewondo sont porteurs en filigrane ou en background de la culture réelle de l'homme Béti. Vous voyez un peu. Vous ne pouvez pas exprimer cette culture en langue française, parce que le français a son autre background, son monde qu'il exprime. Les Wondo expriment le monde Béti. Je dois vous dire ceci. Les langues sont comme, je ne sais pas, des écosystèmes. C'est-à-dire que chaque langue est née quelque part et elle peut exprimer tout son environnement sans avoir à emprunter à une autre langue. Elle maîtrise vraiment cet environnement qu'il a vu naître. Jusqu'aux toutes petites herbes, elle peut les dénommer. Par contre, lorsque vous la déplacez maintenant et vous l'amenez dans un nouvel écosystème qui lui est étranger, la langue elle-même devient étrangère à ce milieu-là et elle ne peut plus tout exprimer. Ce qui veut dire que chaque langue peut exprimer tout ce qui est dans son environnement, dans son aire d'extension naturelle. Mais lorsque vous la déplacez, elle devient étrangère au nouveau milieu dans lequel vous venez de la mettre. Et c'est pour cette raison que la langue française, quoi qu'elle fasse, ne pourra jamais exprimer à suffisance l'environnement dans lequel elle se trouve en Afrique. Vous voyez un peu. Et elle ne pourra pas non plus exprimer toutes les idées que les Africains peuvent exprimer en leur langue maternelle. Bon, on peut faire des efforts de traduction, on fait des efforts d'adaptation, mais elle sera toujours étrangère à ce milieu qu'est l'Afrique. Je suis actuellement à la tête du département de langues et cultures camerounaises de l'école normale supérieure et vous savez, nous avons la lourde tâche de développer les langues camerounaises et de permettre à nos élèves professeurs qui sont à l'école normale supérieure en cours de formation actuellement et même certains sont déjà sur le marché, ils enseignent déjà dans les lycées, donc nous avons la lourde tâche de les former afin qu'ils puissent enseigner les langues nationales et les cultures nationales, les cultures endogènes, je dois dire, dans les lycées. Et puis, je dois dire que depuis 4 ans, cela est effectif. Nous avons déjà nos produits qui sont dans au moins une quinzaine de lycées actuellement. Et ils enseignent effectivement leur langue nationale, leur langue maternelle. Et ils enseignent également toutes les pratiques culturelles qui accompagnent
je veux dire, qui sont utilisés dans les communautés concernées, c'est-à-dire utilisatrices de ces langues-là. Donc, on apprend dans toutes les langues du monde et l'expérience que nous avons entamée récemment au niveau du primaire, où nous avons déjà 50 écoles expérimentales à travers la République, voudrait qu'à la CIL, ils apprennent la lecture dans sa langue maternelle, qu'il apprenne l'écriture même, on lui enseigne l'écriture dans la langue maternelle, le calcul rudimentaire là, de la CIL, il l'apprend intégralement en langue maternelle et au CP, il descend à 70% du temps hebdomadaire en langue maternelle et 30% accordé au français oral, puisque ce français oral est nécessaire pour ces enfants-là qui ont le français pour langue première et qui ne comprendront pas toujours intégralement ce qu'on leur aura enseigné en langue ewondo pendant les 70% du temps. Là, le maître est obligé d'utiliser les 30% de ce temps pour leur expliquer en français qu'ils comprennent mieux le contenu des leçons qui viennent d'être dispensées le long de la journée. Bon, au CE1, on descend à 60% du temps maintenant. Et 60% du temps sont donc utilisés pour enseigner toutes les matières jusqu'aux sciences d'observation en langue ewondo aux enfants. Et je vous dis que pour l'instant, nous sommes au niveau de la CIL et ça marche très bien. Et les enfants s'y plaisent vraiment. Ils apprennent presque en jouant avec leur langue maternelle. Et les parents même qui ont laissé leurs enfants suivre ce système voient les résultats. Et là, les enfants comprennent plus facilement ce qu'ils ont à apprendre à l'école. Non, sans intérêt, la palabre scientifique s'est élargie, comme prévu, à d'autres aspects. Cela lié notamment au patrimoine et culture alimentaire africain, enjeu pour le développement durable. À la gouvernance et à la communication mondiale, quelle chance pour l'Afrique. Mon sentiment après ces 3 journées, qui ont été des journées extrêmement importantes du point de vue des débats, des communications. Et je dois reconnaître que là, il y a une véritable prise de conscience du rôle de la tradition orale et surtout du rôle des langues nationales dans le développement de toute l'Afrique. Et j'ai fait un constat d'ailleurs ce matin en disant qu'il était dommage que pendant ces 3 jours, on ait dû utiliser des langues d'emprunt alors que nous sommes entre Africains et nous devrions probablement mieux nous comprendre, nous écouter dans nos langues locales ou nos langues nationales. Le message que j'ai à donner, c'est qu'au niveau de l'Afrique, cette rencontre est très intéressante pour toute l'Afrique. L'Afrique tout entière. Moi qui viens du Mali, j'ai rencontré des personnalités dont j'ai entendu le nom et je les ai rencontrés physiquement. J'ai suivi leurs interventions. Ça m'a enrichi et ça va enrichir le Mali. À signaler, parmi les autres faits marquants de ces 3 journées de communication du CERD de Douala, la dédicace de nombreux ouvrages sur divers travaux. Un ouvrage doit pouvoir être attrayant, il doit pouvoir être beau, il doit être faire l'objet de jalousie une fois qu'on le possède. Et il doit pouvoir trôner sur un rayonnage en faisant autorité déjà par ses dimensions, s'agissant de langues africaines et en l'occurrence de langue camerounaise. À la suite du panorama présenté par le secrétaire exécutif du CERD de Douala et des clarifications complémentaires de Madame le professeur Ndongo Semenge, chargé de suivre quasi quotidiennement cet aspect du travail dans l'institution, de longues queues de lecteurs, visiblement intéressés par toutes ces productions livresques, se sont formés devant quelques-uns des auteurs, dans une ambiance bon enfant.
succès visible, réussite effective, pouvaient déjà conclure des participants pour le moins enchantés par des journées de communication pleines, riches, édifiantes, à plus d'un titre. Et si celle-ci n'avait pas existé, terminait-il comme en écho à une formule très célèbre, il aurait fallu les créer. D'ici demain, je préfère vous faire un bref résumé où nous reverrons prochainement. Et le louer. Il était une fois un peuple, le peuple d'Opi, qui était le peuple des immortels, le peuple des mortels, qui avait un problème majeur de ravir l'immortalité du peuple des camps, qui était presque un peuple choisi par Dieu. Le peuple des camps avait un grand chef qu'on appelait Akomamba. Akomamba était un chef redoutable. L'histoire raconte que quand il est naquit, sa mère a fait 90 ans